Le dimanche 10 novembre 2024 restera une date mémorable pour l'animation de la vie politique au Bénin. À Cotonou, des partis et mouvements politiques de l'opposition ont créé le cadre de concertation de l'opposition. C'est un creuset d'échange pour une unité d'action au sein des forces politiques qui sont contre le mode de gouvernance de la rupture. L'objectif est d'agir ensemble dans le cadre des élections générales de 2026. Les élections générales de 2026 représentent un défi à l'ensemble de la classe politique béninoise et plus particulièrement les forces politiques de l'opposition. Face à un code électoral truffé d'incongruités, le pouvoir de la rupture pense confisquer le pouvoir législatif et se frayer le chemin vers l'autoroute du rallye. De cette assise, nous envoyons un signal fort au pouvoir de la rupture pour lui dire, en empruntant les mots du patriarche Albert Thévo Idré, paix à son âme, ici c'est le Bénin. La route tourne, elle tournera et le Bénin n'ira pas à la reculons dans l'histoire. Je garde espoir que les travaux de cette rencontre nous offriront le cadre et les moyens de mutualiser efficacement nos intelligences et nos forces pour amener le pouvoir de la rupture, l'ensemble de la classe politique et toutes les forces vives de la nation à se retrouver autour d'une même table pour aplanir nos quiproquos, pour ensemble poursuivre notre parcours démocratique dans un souci de paix et de bien-être de chacun et de tous. Les partis présents à la création du cadre de concertation de l'opposition sont les démocrates, la Nouvelle Force Nationale, le Mouvement Populaire de Libération, la Grande Solidarité Républicaine et le mouvement Nous le ferons de Daniel Eda. La mise en place de ce creuset a été une tribune de procès à la gouvernance de la rupture, mais aussi une occasion pour chacun des responsables des différentes formations politiques d'affirmer son engagement pour l'unité nationale. Tour à tour, ils sont montés au créneau pour dénoncer et s'engager. Nos actions immédiates devront se focaliser sur deux initiatives majeures. D'une part, la relecture du code électoral et d'autre part, l'audit du fichier électoral. C'est ainsi que nous bâtirons une démocratie solide, respectueuse de la volonté populaire. Nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer et combattre, mais aussi pour proposer des solutions viables et innovantes aux défis que nous rencontrons. En mon nom propre et au nom du président Boni Yayi, nous tendons la main à toutes les autres forces politiques de l'opposition avec qui nous n'avons pas démarré cette aventure. Nous restons convaincus qu'elles viendront avec nous. En tout cas, si elles ne viennent pas avec nous, nous irons les chercher. C'est donc au prix du rassemblement, de la détermination, de la compréhension de notre mission, donner le pain et la paix aux Béninois. C'est donc à ce prix que nous allons restaurer la démocratie et restaurer le droit à la vie décente des Béninois. Il faut signaler que le parti Restaurer l'espoir de candidat Zanaï et le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE de Paul Rompé ne se sont pas fait représenter à la signature de l'accord de création de ce cadre de concertation de l'opposition. La gratuité du ramassage des ordures ménagères prendra bientôt fin. Le paiement de la redevance de la collecte des déchets auprès des ménages démarre en janvier 2025 conformément à l'arrêté ministériel pris à cet effet. L'annonce a été faite par la SGDS SA dans un communiqué daté du lundi 28 octobre 2024. Les populations des villes du Grand Okoué, que sont Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semepoyi, sont celles concernées par cette décision. Il y a 4-5 ans, si vous étiez abonné à une ONG, vous payez au moins 3 000 francs le mois. En tout cas, moi, je payais 3 000 francs le mois où j'étais. Aujourd'hui, on a tenu compte de ce que les gens payaient.
c'est 3 000, c'est 5 000. Les montants de 10, 12, 30 000 que vous voyez, ça concerne d'autres édifices, les entreprises. Et donc, on a tenu compte du niveau de redevance que nous payons déjà aux ONG. Vous devez plutôt donc reconnaître que non seulement le gouvernement a fait l'effort de supporter pendant 4 ans plutôt qu'un les frais pour tout le monde, tous ceux qui bénéficient de ces services, mais qu'en plus, au moment de fixer les redevances, il a tenu compte de la situation hantée. Il n'a pas dit maintenant, bon, il faut multiplier par 2 ou par 3 parce qu'il y a des équipements modernes, il y a plus de monde qui travaille, le ramassage est plus régulier. Il n'a pas dit ça. Donc, ceux qui vous ont parlé, je suis sûr qu'ils ne font pas partie de la majorité, mais ils ont une préoccupation qui leur est légitime. Mais voilà ce qu'il faut leur dire. Et moi, je suis convaincu, je leur fais confiance, je suis convaincu que parce qu'ils sont satisfaits de ce qui est fait et qu'ils sont convaincus que ça va se prolonger, ils vont s'acquitter des redevances qui leur incomberont pour payer. Après 4 années de gratuité, le gouvernement a fixé des redevances auxquelles les prestations de la Société de gestion des déchets et de la salubrité seront facturées. Les tarifs sont déterminés en fonction des prestations reçues, du type de propriété bâtie et du niveau d'aménagement de la zone géographique. Les tarifs varient entre 3 000 et 30 000 francs CFA. En ce qui concerne le paiement, on ne peut pas dire que les consommateurs sont contre. Et il faut remercier le gouvernement, je pèse bien mes mots, parce que depuis plusieurs années déjà, nous bénéficions de cette gratuité. Un bon citoyen doit aspirer à un environnement sain, un environnement vivable. Et le gouvernement fait bien d'amener ce projet-là, on a bénéficié de la gratuité. Nous sommes pour le paiement. Mais cette tarification n'arrange pas les consommateurs. C'est à ce niveau que se pose le problème des consommateurs. Si le gouvernement peut faire en sorte que le paiement soit comme ce qu'on a connu, ce qui a été fait par le passé où dans les maisons c'est 1 000 francs, c'est 2 000 francs par mois, aucun souci. Mais lorsqu'on va jusqu'à 5 000, au-delà de 20 000, pour certains, là il y a problème. Et c'est tout comme si que la gratuité dont on a bénéficié pendant des années là, on veut nous faire payer toute cette gratuité à partir du 1er janvier 2025 en ce qui concerne la tarification. Le gouvernement a bien fait, nous disons merci, mais ce qui veut commencer à partir du 1er janvier 2025, les consommateurs ne sont pas contents par rapport à la tarification. Et notre souhait, c'est un plaidoyer, c'est que le gouvernement soit réceptif, écoute nos doléances, et pour qu'en ce qui concerne les tarifications, qu'on essaie de réduire vraiment le coût pour que tous les consommateurs, tous les ménages participent sans grincement de dents. Selon le communiqué, la facture de la SGDS sera établie au nom du propriétaire et remise à l'occupant des lieux par les agents de la société pour paiement. Le paiement des factures s'effectuera uniquement sur le portail des services publics. Pour les entreprises industrielles et autres structures à forte production de déchets, des contrats spécifiques sont conclus avec la SGDS SA. Nous sommes ici à la 6e édition du tournoi international de tennis de table Open Temple du Son. Regroupant 5 pays dont le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Bénin et la représentation chinoise au Bénin, la compétition s'est jouée dans 5 catégories, dont la catégorie senior dames, senior hommes et les vétérans avec les vétérans 40 ans plus, 50 ans plus et 60 ans plus. Avec plus de 100 participants sur la ligne de départ, les meilleurs de l'édition de V4 sont connus et ceci au bout d'une journée de compétition très relevée. Dans la catégorie dames, la béninoise Ziadat Akadiri termine championne de la 6e édition après avoir raté le podium lors de l'édition 2023. Celle qui m'a battu au championnat, elle m'a battu encore aujourd'hui, ce matin, 3-0. Donc selon moi, c'est que le match est terminé. Et ils ont fait les tirages pour les deuxième tour, quart de finale. Et c'est là, bon, je n'étais pas là, mais bon, ça m'avantage, au fait, leur classement m'avantage. Donc j'ai rencontré une béninoise, je l'ai battue. Et en demi, je rencontre la Nigériane. En
celle que j'avais rencontrée l'année passée et je l'ai fait 3-0 cette année. Et en finale maintenant, j'ai rencontré celle avec qui elle a joué la finale l'année passée, je l'ai fait 3-1. Pour cette victoire, j'étais très contente parce que je ne m'y attendais pas. Et aussi, j'ai joué, j'ai dit que je n'ai rien à perdre. Comme c'est Nigeria là, je vais jouer mon jeu, ce que je sais jouer moi-même. Je vais jouer. Éliminé en demi-finale, le pongiste béninois Adou Amir prend la 3e place sur le podium au niveau des seniors hommes, derrière 2 Nigérians. Étant 3e de ma catégorie, ce n'était pas du tout facile parce que j'avais rencontré des adversaires qui étaient coriaces plus que moi. Étant absent de la dernière édition, et j'ai voulu être parmi les 3 premiers de cette édition. Et je pense qu'avec beaucoup d'entraînement et plus de courage, je suis le champion de la 7e édition. Initiatrice du tournoi par le biais de son club de tennis de table, la présidente Laure Lima a rappelé l'objectif du tournoi qui est de promouvoir le tennis de table au Bénin et en Afrique avant de poursuivre son intervention en ces thèmes. Vraiment, je suis heureuse, très heureuse même de la bonne tenue de cette 6e édition. Nous avons assisté à de beaux matchs et cela nous a permis de voir le niveau de nos pongistes, l'évolution du niveau de nos pongistes. La suite, c'est la préparation de la 7e édition. La 7e où nous espérons beaucoup plus d'athlètes, beaucoup plus de pays qui vont participer. Le niveau, vraiment, c'était impeccable. Oui, nos pongistes ont bien joué face au Nigeria. Par exemple, à Kadri Ziadat, qui a vraiment une victoire. Vraiment, je suis très ému. Rappelons que les meilleurs pongistes sur les podiums sont repartis les bras chargés avec des trophées, des médailles, des enveloppes financières ainsi que des appareils électrogènes. Le chef de l'opposition ghanéenne John Dramani Mahama est bien placé pour gagner l'élection présidentielle. Un récent sondage le met en tête devant Mohamedou Bawumia, candidat du parti au pouvoir. Mahama, 65 ans, et Bawumia, 60 ans, se disputeront la présidence du Ghana le 7 décembre pour succéder à Nana Akufo-Addo, qui démissionne après 2 mandats. 11 autres candidats participent également à l'élection. Le sondage publié par Global Info Analytics montre que Mahama obtient 52% des voix contre 41,3% pour Bawumia. Selon le même sondage, l'économie, l'emploi, l'éducation et les infrastructures sont les principales préoccupations des électeurs ghanéens. Durant sa présidence de 2012 à 2017, Mahama a beaucoup investi dans les infrastructures. Toutefois, il a été critiqué pour les pénuries d'électricité et l'instabilité économique. Son gouvernement a également fait face à des accusations de corruption, bien que Mahama n'ait jamais été directement impliqué. Pascal Affi-N'Guessan défendra les couleurs du Front populaire ivoirien lors de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Il a reçu samedi le feu vert des membres de cette formation politique lors d'un congrès qui a permis sa réélection à la tête du parti avec plus de 99% des voix. Après l'échec de 2020, l'ex-premier ministre tentera à nouveau de conquérir la magistrature suprême de son pays. Samedi, le septuagénaire a dévoilé un bout de son programme. Affi-N'Guessan promet la rupture. En 2020, il était le fer de lance de la campagne contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Pour la présidentielle de 2025, il vante sa connaissance des réalités de son pays et son expérience. Lui qui a été Premier ministre de 2000 à 2003 sous Laurent Gbagbo. Les 2 hommes pourraient d'ailleurs s'affronter lors de la présidentielle à venir. Affi-N'Guessan pourrait aussi faire face à Alassane Ouattara si le président sortant décide de briguer un 4e mandat. En République démocratique du Congo, la révision constitutionnelle annoncée par le président Félix Tshisekedi passe mal. Samedi, des acteurs politiques et des membres de la société civile ont lancé une coalition dénommée Sursaut national afin de défendre le texte adopté en 2006. Pour les partisans de ce groupement, sa révision serait un acte de haute trahison.
Même son de cloche du côté du panel des organisations de la société civile qui jugent inopportune l'initiative du chef de l'État, alors que la lutte contre l'insécurité, le chômage et autres sont les priorités du pays. Pour ces organisations, Félix Tshisekedi doit rétropédaler. Le président congolais est accusé de vouloir modifier le texte suprême de son pays pour se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième mandat, ce que l'UDPS, sa formation politique, conteste et évoque la nécessité d'actualiser une constitution devenue caduque. Une nouvelle page s'ouvre au Botswana. Douma Boko a prêté serment vendredi. À 54 ans, il devient le nouveau président du pays après la victoire de sa formation politique aux élections législatives du 30 octobre, mettant fin à près de 60 ans de règne du Parti démocratique du Botswana. Moi, Douma Gideon Boko, je jure de m'acquitter fidèlement et avec diligence de mes devoirs et de mes fonctions dans le cadre de la haute fonction de président de la République du Botswana. Les défis sont immenses. Le chômage est passé de 25,9% en 2023 à 27,6% en 2024. L'économie est fragilisée par la baisse du prix de diamant qui représente 80% des exportations du Botswana. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans des querelles pour savoir où se trouve la ligne et qui se tient de quel côté. Le message que je transmets est celui de l'unité et de la solidarité. Nous sommes le village que l'avenir regardera et dont il fera l'éloge ou qu'il regardera en se lamentant. Les présidents Emerson Mnangagwa du Zimbabwe et Hakainde Hichilema de la Zambie étaient parmi les invités à l'investiture du nouveau président du Botswana. L'île Maurice retient son souffle. Les résultats des élections vont tomber dans les prochaines heures. Il s'agit d'élections législatives anticipées avec une compétition serrée entre l'Alliance nationale et le mouvement socialiste militant du Premier ministre Pravin Jugnauth. Ces élections ont lieu dans un contexte de critique sur la gestion de l'économie et des accusations de corruption envers le gouvernement. Les partis politiques cherchent à convaincre les électeurs alors que les préoccupations sur le coût de la vie et l'emploi sont au premier plan. La population espère des réformes pour sortir d'une crise économique aggravée par la pandémie. Les résultats de l'élection détermineront la direction politique du pays. Si aucun parti n'obtient de majorité, des alliances seront nécessaires, ce qui pourrait plonger l'île dans l'incertitude et retarder les réformes attendues. La COP29 s'ouvre à Bakou en Azerbaïdjan avec des enjeux cruciaux pour le climat. Chaleur, inondations, sécheresse, les négociations visent à répondre aux défis climatiques croissants. Pour les experts, l'avenir de la planète dépend de nos actions dans les prochaines années. Le coût pour lutter contre le changement climatique s'élèverait à des milliers de milliards de dollars. Le sort de la planète dépend en grande partie de ce que nous parviendrons à accomplir au cours des 5 à 10 prochaines années, tant à la COP29 qu'au niveau national. L'enjeu est donc important. D'un point de vue économique, les coûts d'investissement en milliers de milliards pour amorcer une transition vers un modèle propre sont largement compensés par les multiples milliers de milliards que coûteront les dégâts si nous n'agissons pas. Le cœur des discussions à Bakou porte sur le financement du climat. Les pays riches sont appelés à intensifier leur aide aux nations moins fortunées qui peinent à faire face aux crises climatiques. Cette année, de nombreux chefs d'État manqueront, notamment ceux des plus gros pollueurs, la Chine et les États-Unis. Un échec des négociations compromettrait les objectifs fixés pour 2025. Des hommes, des femmes, des étudiants et des collégiens noirs aux États-Unis d'Amérique
ont été destinataires de messages racistes anonymes. Ces textes évoquant l'esclavage ont été envoyés dans plusieurs États. Les agences de renseignement dont le FBI ont ouvert une enquête. Ces textes utilisaient généralement un ton similaire, mais leur formulation variait. Certains d'entre eux demandaient à leurs destinataires de se rendre à un endroit précis à une heure précise. Il s'agissait des plantations et les destinataires ont été informés qu'ils allaient être placés dans des groupes spécifiques, des groupes de plantation. Des étudiants noirs de l'Université de Missouri affirment avoir reçu des messages citant la victoire de Trump et les appelant nommément à être sélectionnés pour cueillir du coton mardi prochain. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de ces textes. Il n'y a pas de liste exhaustive des lieux où ils ont été envoyés. Des universités ont qualifié ces messages de troublants et appelé les étudiants au calme. Co-présidente de la campagne du candidat républicain Donald Trump, Suzy Wiles, va devenir sous peu la première femme secrétaire générale de la Maison-Blanche. Cette consultante politique chevronnée a été nommée à ce poste jeudi par le président élu des États-Unis. Elle passe de facto de l'ombre à la lumière. Et le président élu ne fait pas l'économie des éloges envers celle qui, selon ses mots, l'a aidé à remporter l'une des plus grandes victoires politiques de l'histoire américaine. Suzy est forte, intelligente, innovante et elle est universellement admirée et respectée. Suzy continuera à travailler sans relâche pour rendre à l'Amérique sa grandeur, a fait savoir Donald Trump. Celle qu'on appelle la Dame de glace a travaillé dans l'équipe de campagne de Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis, avant d'être sa programmatrice à la Maison-Blanche. À 67 ans, elle va donc tenter d'imposer sa marque au secrétariat général de la Maison-Blanche sous Trump.